Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du Fantastic Cast, le tout dernier jour, ça y est, on a fini, 25 jours de run, quasi régulier, on y arrive. Roman, comment ça va, dernier jour? On est là, ça va bien, ça va très bien. Alors, on parle de ce que je pense peut-être être le meilleur film avec El Dia de la Bestia. J'ai plus tout le calendrier en tête, mais en tout cas c'est un des films que je préfère et de très loin. On parle de Anna and the Apocalypse de John McPhail, alors réalisateur qui porte à moitié bien son nom parce qu'on lui doit Anna and the Apocalypse qui est très chouette, on va en parler, mais on lui doit aussi le sinistre Dear David sorti en 2023. Putain, c'était lui. C'était lui qui était de loin un des pires films de l'année. Ah bah ouais. Et pire film surtout, c'est-à-dire que techniquement il y avait rien à sauver, il y avait aucune idée, c'était très mal joué, très mal écrit et produit par ces... comment dire, ces Olibrius, on va dire, de BuzzFeed, qui sont des salopes, pour dire ça poliment. Ouais, on parle d'un film où le démon inscrit la personne qui le hante sur Grindr. Waouh, trop stylé. Alors, toi, Roman, est-ce que tu peux nous résumer et nous parler de Anna and the Apocalypse ? Alors, ça se passe dans un lycée en Grande-Bretagne. Mm-hmm. On suit donc Anna et son groupe d'amis à la période de Noël. Et alors, chacun avec leurs petits conflits. Anna ne veut pas aller à la fac, elle veut d'abord voyager, son père l'engueule, tout ça. Des relations conflictuelles, on comprend que la mère d'Anna est morte. Des relations compliquées avec son ex-petit copain, avec son meilleur ami qui a envie d'être plus que son meilleur ami, bref. Une friendzone qui est difficilement vécue. C'est ça, le directeur du lycée qui est... un connard. Oui, John Hughes aurait pu écrire un personnage comme ça. Oui. Et au milieu de tout ça va débarquer une apocalypse zombie. Et c'est une comédie musicale. Évidemment. Alors, sur Anna and the Apocalypse, moi déjà je tiens à remercier le film pour une chose, c'est que à l'ère actuelle où 80% de la proposition tant blockbuster que en tout cas film mainstream et horrifique a un syndrome que je déteste, qui est le fait que dès qu'un film est dans un genre un peu... dans un croisement de genres un peu étrange, un peu improbable, un peu imprévu, donc ici en l'occurrence c'est film de zombies, film teen movie et film et comédie musicale, il est obligé de tout prendre à la rigolade, un peu sur le second degré, un peu sur l'humour, il est obligé de se désamorcer lui-même instantanément. Moi, c'est quelque chose que je déteste, parce que ça enlève tout enjeu, ça enlève toute possibilité de vraiment rentrer dans le film. Et moi, ma théorie, c'est que ça a été lancé par Zombieland. Voilà, je place Zombieland comme le patient zéro de cette mouvance. Donc en 2009. Ah ouais, pour moi, dès ce moment-là, t'as déjà cette vague un peu détestable de « ok, c'est un peu bizarre ». Mais c'est un peu rigolo. C'est vrai qu'on retrouve ça après dans Dance of the Dead, dans... Mais voilà, il y a ça partout. Alors, Manuel de Soleil à l'Apocalypse Zombie, je dirais que ça rentre dans le style Christopher Landon. Donc bah oui, en fait, on peut s'en sortir plus ou moins bien en partant de ce principe-là, mais toujours est-il que Christopher Landon est devenu, malgré lui ou pas, je sais pas, mais devenu la figure de proue de ce style-là, je trouve, et s'en sort mieux que le reste. Le problème étant que maintenant c'est là à peu près partout. Et pour un Edgar Wright, on en a 10 000 de merde. Enfin, pour un Edgar Wright, on a 10 000 Zombieland 2, typiquement. Et je trouve qu'Anna and the Apocalypse n'est absolument pas là-dedans et est au contraire complètement premier degré. Il va assumer cette hybridation de genre, cette hybridation de cette espèce de plusieurs films en un, en étant extrêmement fauché, mais ça en affichant pas ce manque de moyens. C'est-à-dire que alors, c'est vraiment pas un film qui a coûté cher, mais à côté de ça, il va s'en sortir assez bien grâce à une mise en scène qui, sans être vraiment inspirée, a pour elle d'avoir une certaine malice, je trouve, dans la mise en image, avec typiquement plusieurs scènes qui représentent bien ce bouillonnement des genres. Je peux penser à la scène, alors j'ai plus le nom de la musique, mais où elle sort de chez elle en chantant, oui. Et que c'est le début de l'apocalypse à proprement parler, et ça commence vraiment, enfin... En gros, c'est plus ou moins un remake de la scène de Shaun of the Dead sans le plan séquence, bon, sans le génie de Edgar Wright, mais en chantant.
Il y a ça, il y a la scène Soldier at War où l'un des protagonistes de l'histoire tabasse du zombie devant ses camarades, où il y a en même temps la comédie musicale, le film d'horreur, la comédie, parce qu'il y a un peu à la Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, d'un côté le personnage qui est ultra fier de voir, regardez-moi je tue des zombies et tout, et en même temps les réactions de Anna et de ses amis qui sont dépités par ce qu'ils voient. Donc, je trouve que c'est un film qui a pour lui d'avoir ça, d'autant plus que alors moi personnellement j'ai jamais été très client de teen movie. Ça n'a jamais été un courant qui me parle beaucoup, parce que j'ai beaucoup de mal à connecter aux personnages, enfin, alors, sans me donner le style de ah, je peux pas les comprendre, non. Juste, je sais pas, ça a souvent été des thématiques ou des façons d'aborder des films qui, moi, me semblent complètement hors sol en réalité. Typiquement, même les films de John Hughes, que j'aime plutôt bien pourtant, je peux pas m'empêcher de voir des personnages en tout cas, auxquels je ne peux pas m'identifier et qui ont, dans les thématiques les plus importantes, sont au maximum des notes d'intention. Même si c'est des films que j'aime beaucoup, mais c'est pas des films que je vénère comme d'autres. Ou pour moi, le summum de ça étant Saint Elmo's Fire, qui est genre vraiment... Genre Friends à côté, ils ont pas de problème dans la vie, quoi. Genre, vraiment, Friends à côté, c'est de gauche. Enfin, c'est waouh. Mais il est vrai que dernièrement, étonnamment, j'ai vu plusieurs teen movies depuis plusieurs années, j'entends, qui me plaisent beaucoup. J'avais vu Bottoms, qui est vraiment un teen movie que j'ai adoré, sur deux jeunes filles lesbiennes qui veulent réussir à choper d'autres filles et qui pour ça lancent un fight club dans leur école. Et c'est trop bien. Et voilà, donc je vois une mouvance de teen movie alors que j'attrape. On a vu des tensions aussi. Oui, des tensions qui est aussi vraiment vraiment génial. Mais voilà, il y a cette mouvance de teen movie plus récent, mais que du coup j'attrape avec un petit peu de retard, mais qui me parle beaucoup plus. Et Anna and the Apocalypse s'inscrit totalement dans ce registre-là. Bah oui, c'est un film qui, comme tu le dis si bien, casse les codes de cette hybridation des genres, ce qui est très bien transcrit par la chanson Hollywood Ending, Oui. où le film te dit clairement, je ne serai pas comme tout ce que vous voyez, et il faut constater que ça marche, c'est-à-dire que les scènes où on est censé un peu flipper, perso je flippe pas, mais je vois que c'est quand même assez réussi dans la technique et dans la mise en scène. Je pense pas que ça veuille vraiment faire peur, parce que vu le budget du film et vu sa capacité à faire beaucoup avec pas grand chose, typiquement je pense aux scènes gore, c'est le seul moment où il a l'air de prendre ça, non pas au second degré, mais à la rigolade, d'avoir conscience lui-même de ses propres limites. Donc je pense pas qu'il veuille vraiment faire peur, même typiquement la scène d'émotion du film, qui est la mort d'un des personnages principaux, c'est pris avec, je trouve, sur le coup, un premier degré absolu, ce qui est bien, mais ça va tout de suite sur autre chose, et je trouve que c'est la preuve que le film ne veut pas être autre chose que juste ce petit bonbon de Noël qu'il est tout simplement, et qu'il est, je trouve, d'une très belle manière. Mais tu parlais de scènes d'émotion, il y en a plusieurs dans le film. Il y a... Alors, est-ce qu'on spoil ? Oui, je pense. Il y a donc le moment où le père d'Anna se rend compte qu'il a été mordu, qui arrive vraiment à la toute fin et qui est très, très émouvant, je trouve. Il y a tout le moment où l'ex-petit copain d'Anna raconte pourquoi et comment il a dû tuer son père. Qui... pareil, ça arrive, ça sort vraiment de nulle part. Anna est en train de le traiter d'égoïste et... Est-ce que t'as déjà fait autre chose ? Est-ce que t'as déjà fait quelque chose d'autre que pour ta pomme ? Est-ce que t'as déjà fait quelque chose pour quelqu'un d'autre que pour ta pomme ? Et du coup, il dit ça. J'ai tué mon père. Voilà. Et avec tout ce côté en plus où il raconte que son père lui dit fais quelque chose de bien pour une fois. Ce qui rentre dans cette mouvance de teen movie très, très John Hughes au final de opposition parent-enfant. Avec ce qu'il y a au début du film avec Anna et son père Anna qui veut voyager, son père qui lui dit non, tu iras à la fac. Et son père qui est très salaud en disant qu'est-ce que ta mère dirait ? Sous-entendu, qu'est-ce que ta mère morte dirait ? Ouais, c'est ça. Pas cool. Et ouais, tous les genres sont assez bien réussis. Comédie musicale en tête, c'est-à-dire que les scènes de comédie musicale sont des scènes de comédie musicale. Moi, ça me fait penser à un de mes films préférés de l'année, qui est Mean Girls. Je sais que je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un de mes films préférés, mais ça mérite le coup d'œil. Je passe pour... La fangirl. je passe pour, c'est ça, la grosse fangirl. Quand je dis que c'est un de mes films préférés de l'année, le remake de Mean Girls. Mais c'est le cas. Avec des scènes musicales, alors qui évidemment n'ont pas le budget de Mean Girls, mais qui réussissent quand même avec 3 bouts de ficelle.
par rendre quelque chose de musical, que ce soit par les chorégraphies, par les mouvements de caméra, par le montage. Perso, ça va surtout lorgner du côté de High School Musical. Ça va vraiment, Ouais, faire mais un énorme appel du pied à ça. Mais en se foutant un peu de sa gueule aussi. Je trouve pas à nouveau, moi je vois pas quel moment musicalement il se moque de ça. Pas se foutant de sa gueule, mais en étant vraiment l'antithèse en termes de thématique. C'est-à-dire, Oui, thématiquement c'est à l'opposé, mais je trouve pas que ce soit dans un geste moqueur, au contraire, mais que ce soit plutôt dans une espèce de référence un peu pop sympa. Et alors, même si je déteste High School Musical, mais vraiment la trilogie, plus jamais. Et là pour le coup, alors j'adore Anna and the Apocalypse, et paradoxalement les musiques me plaisent plutôt bien, alors que dans ces comédies musicales très pop, très récentes en fait, tout simplement, je dois admettre que c'est vraiment pas des musiques qui me restent et qui m'intéressent en fait, tout simplement. Alors ce qui peut paraître paradoxal venant d'un fan de film indien, je sais pas, mais il y a beaucoup de comédies musicales récentes. Moi je peux penser à un film que j'aime plutôt bien, mais que, mon dieu, il faudrait me payer pour que je le revoie tellement il est long et tellement les musiques, je déteste ces musiques là, c'est In the Heights. In the Heights, j'aime beaucoup le film, ça joue plutôt bien, c'est étonnamment, je trouve, plutôt bien mis en scène, et il y a une sympathie naturelle qui se dégage du film. Je déteste les musiques, je déteste absolument toutes les musiques, et ça fait que le visionnage de 2h20 est très 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 compliqué pour moi. Et là, Anna and the Apocalypse, il y a plusieurs morceaux que je garde, que je retiens et que je réécoute. Je pense évidemment à Soldier at War, qui est, je pense, mon morceau préféré. J'aime beaucoup le premier, Breakaway. J'aime beaucoup aussi le morceau No Hollywood Endings, le morceau où elle sort de chez elle en chantant. Enfin, le morceau final aussi, où elle chante en même temps que son directeur. J'ai plus le nom, mais c'est. Oui, Hell of a Show, un truc comme ça. Oui, et surtout, je trouve que les acteurs jouent pour beaucoup dans la sympathie qui peut inspirer le film. Typiquement, Ella Hunt, qui est l'actrice de Anna, alors j'ai sa carrière sous les yeux, elle a pas que du bon. Elle a le merveilleux, j'insiste, le merveilleux Misérable de Tom Hooper, qui est un film magique parce qu'il cherche à te faire croire que Russell Crowe sait chanter. C'est pas donné à tout le monde. Il a Horizon chapitre 1, elle a Horizon chapitre 1, de Kevin Costner, qui est, film qu'a bossé. Elle a Intruders de Juan Carlos Fresnadillo, réalisateur finalement d'un seul film, avec 28 semaines plus tard. Donc, mais dans ce film-là, je trouve qu'elle s'en sort hyper bien, et il y a tous les acteurs, alors j'en connaissais aucun, globalement, mais ont une espèce de bonhomie et de sympathie naturelle qui moi me fait croire non seulement à leur personnage mais également à leurs numéros musicaux. Typiquement la scène où elle sort de chez elle, elle chante, elle va retrouver son meilleur ami au cimetière. Ouais. Dans n'importe quel autre film, ce serait plus ou moins gênant, le côté allez viens copain, on va danser au cimetière. Mais là ça marche, et là ça marche. Parce que c'est assumé. Oui, c'est assumé, mais ça ne se moque pas de ça, et le fait de ne pas avoir ces espèces de lunettes cyniques dégueulasses, moi c'est quelque chose qui me touche vraiment, vraiment, vraiment énormément, et qui me manque aujourd'hui, et qui a disparu dès le deuxième film du réalisateur, ce qui est quand même bien dommage. Si vous cherchez le responsable des lunettes cyniques dégueulasses, Joss Whedon. C'est un des responsables, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs têtes qui doivent tomber sur ça. Hein. J'en reviens toujours à ça, mais c'est une des raisons qui fait que j'adore le cinéma indien, c'est que lui ne se moque pas de moi lorsque je regarde ses films. On a terminé sur Anna and the Apocalypse, le tout dernier jour. On a terminé, vraiment foncez dessus. Foncez, ça vous fait du... 1h28. Voilà, et là vous avez... alors, 1h44 dans sa version intégrale. Ah oui, pardon, j'étais sur la mauvaise page. Il y a une version intégrale du film, la version cinéma fait 1h28, la version intégrale 1h44. Il y a également un making-of du film qui est très très sympathique, si jamais vous avez l'occasion. Genre, je l'ai pas vu en entier, malheureusement, je n'ai vu que la première moitié, à peu près, mais vraiment un making-of qui, je trouve en plus, permet de confirmer le fait que les intentions derrière le film sont extrêmement nobles, extrêmement touchantes et extrêmement bienveillantes.